Donc, je m'appelle Patricia Paris. Je suis psy. Alors, c'est volontairement que j'ai mis les 3 petits points, parce que psy, on ne sait jamais trop ce que ça veut dire. Parfois, on parle de psycho, parfois, on parle de psychiatre, de psychanalyste, parfois, on parle de psychopathe. Donc, je suis psychiatre, en fait. J'ai fait des études de médecine, et puis ensuite, je me suis spécialisée en psychiatrie. Et je suis aussi écrivain. Donc, je vous ai écrit 2 polars, entre parenthèses, parce que pour certains, l'écriture de polar, ce n'est pas de la vraie littérature. Et donc, on va essayer d'en parler un petit peu, et puis éventuellement, je m'autoriserai à faire un parallèle avec la bonne vieille littérature populaire, la littérature du XIXe siècle, celle des feuilletonistes comme Alexandre Dumas, mais aussi comme Zola, Maupassant, voilà, Octave Mirbeau ou même Balzac. Je vais essayer de vous parler un petit peu des idées reçues que l'on trouve dans la littérature, en particulier dans la littérature populaire. Alors, pour démarrer, j'ai une petite anecdote qui me concerne. En fait, donc, lorsque j'ai écrit, c'était mon second roman, je l'ai adressé à plusieurs éditeurs et voilà, un certain nombre m'ont répondu, dont l'un me disant que bon, c'était pas mal ce que j'avais écrit, l'enquête était intéressante, puis le héros aussi. Le héros, c'est un psychiatre, hein, parce que je suis partie du principe qu'on décrit bien ce que l'on connaît bien. Donc, au lieu d'un enquêteur classique, alcoolo-tabagique, comme on trouve dans à peu près tous les polars, j'ai pris un psychiatre. Et l'éditeur donc me répond que c'est pas mal, donc mon hôpital psychiatrique lui pose un problème. Il me met la description que vous faites de l'hôpital psychiatrique n'est pas vraisemblable. Alors je dis, bon, ça fait un certain nombre d'années quand même que je travaille en hôpital psychiatrique et voilà, bon, il me semble que je suis capable de décrire. Alors en fait, c'est pas ça que l'éditeur veut, parce que je me suis rendu compte que j'ai décrit un hôpital psychiatrique dans lequel il n'y a pas de barreau, il n'y a pas d'électrochoc obligatoire, voilà, et puis les psychiatres sont relativement à l'écoute de leurs patients. L'éditeur, il veut pas ça. L'éditeur, il veut ça. Alors, je ne sais pas si vous avez lu Shutter Island, qui est un roman remarquable, hein, écrit par un type qui n'est pas moins remarquable, qui s'appelle Dennis Lehane, voilà, et dont Martin Scorsese a tiré un film avec Leonardo DiCaprio, qui est au moins aussi bon que le roman, d'ailleurs. Alors, Shutter Island, c'est une île au large de Boston. C'est battu par les vents, quand on est coupé de la côte, c'est apocalyptique, il y a des falaises, on ne peut absolument pas traverser la mer. Il y a des fous très, très, très dangereux et des psychiatres qui ne le sont pas moins. Donc, c'est ça que veut l'éditeur. Et en fait, son fantasme d'hôpital psychiatrique s'est heurté à la réalité du mien, voilà, qui ne correspond pas à ça. Alors, il m'explique que le lecteur aussi veut ça. Alors peut-être que vous aussi, vous voulez ça, c'est-à-dire qu'un hôpital psychiatrique où finalement on ne fait pas des électrochocs forcés, ça ne correspond pas à ce que vous attendez. Alors, en effet, dès qu'on parle de psychiatrie en littérature, tout le monde a un avis, et puis tout le monde estime que c'est légitime d'avoir un avis. On n'a pas autant d'avis sur la cardiologie, le chocolat ou le rugby, mais sur la psy, on en a en général. Et je vous ai mis quelques phrases là de l'internaute moyen avec l'orthographe d'usage. En effet, classiquement, lorsque il y a un événement de ce type dans la presse, tout le monde se déchaîne et les internautes aussi. On interroge le psychiatre ou le psy dès qu'il y a une grue qui s'effondre, un raz-de-marée, voilà, un ouragan. Et le psy répond, malheureusement. Je pense que parfois il ferait mieux de se taire. On est allé jusqu'à m'interroger sur le coup de boule de Zidane. J'avoue que j'ai répondu. Voilà. Alors, l'État, lui aussi, s'y met, puisque dès qu'une grue s'effondre, la première chose que fait l'État, au lieu de dire finalement qu'il faudrait se préoccuper de la manière dont on ajuste les grues, répond qu'une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place. Et donc, on imagine le psychiatre courant avec sa petite valise pour réparer la grue. En tout cas, tout le monde est tranquillisé puisque le psychiatre intervient. Alors, je pense que nous sommes dans une société adolescente. Alors moi, je dis que voilà, les gens sont tellement intolérants à la frustration, sont tellement dans l'immédiateté, veulent tellement qu'il y ait des solutions qui soient apportées rapidement, un petit peu comme un adolescent là, qui trépigne parce que Facebook a bugué. Donc,
Heureusement, papa est là, il va régler le problème, donc on appelle le psy, qui bien sûr va apporter une solution. Et comme la société est adolescente, elle pense que bon, papa va régler le problème, mais enfin il ne le règle pas bien, hein, parce que ce n'est pas tout à fait ce qu'on attendait de lui. Donc on se retrouve en permanence confronté à cette idée que le psychiatre est un des acteurs de notre société qui va pouvoir nous apporter des réponses. Alors, dans la littérature, c'est exactement la même chose. Il est d'usage de penser que le méchant de la littérature est forcément psy, c'est-à-dire qu'il a forcément un problème psychiatrique, que son trouble du comportement, que la délinquance dont il nous fait montre, va trouver une explication dans des difficultés psychologiques. La société accrédite complètement ça, hein, puisque on ne peut pas imaginer aujourd'hui qu'on puisse piquer le sac d'une vieille dame sans avoir été très très malheureux dans son enfance, alors que finalement certains voleurs m'ont dit de manière très franche que ce qui les intéressait c'était surtout l'appât du gain. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle c'est parfois difficile de faire entendre ça, et le pompon bien sûr c'est la description du serial killer. Si vous lisez de temps en temps des romans policiers, vous avez tous lu ces descriptions absolument extraordinaires où, en effet, le serial killer retors est remarquablement intelligent, envoie des messages cryptés à l'enquêteur alcoolo-tabagique dont je parlais tout à l'heure. Alors, est-ce que ça a toujours été comme ça ? Voilà où nous en sommes. Hein. Ça, ce sont les titres. Alors, je vous en ai mis que 3, hein, mais alors j'aurais pu vous en mettre 150. Des titres donc, de romans policiers, suicidaires, hein, voilà. Camisole. Alors, celui-ci, par exemple, est présenté dans l'hebdomadaire qui suggère de le lire, hein, comme étant formidable, etc. Mais surtout disant qu'il décrit un hôpital psychiatrique glauque à souhait. Donc c'est celui de tout à l'heure, hein, celui que tout le monde en effet veut voir, puisque un HP, c'est glauque ou ça n'est pas. Et le suivant, donc, de John Katzenbach, qui est la personne qui a écrit L'Analyste, que vous connaissez peut-être, une histoire de fou et moins connue. Le même hebdomadaire nous dit que c'est l'effrayante plongée dans l'esprit torturé d'un grave schizophrène. C'est formidable pour l'auteur et pour le lecteur, parce que moi, ça fait un certain nombre d'années que je m'occupe de graves schizophrènes. Je n'ai jamais fait l'effarante plongée. Hein. Je ne suis jamais arrivée à repérer exactement ce qu'il y avait dans leur esprit. Mais c'est ça que le lecteur attend, hein, cette idée que vraiment, il va aborder des troubles psychopathologiques qui vont expliquer un passage à l'acte délinquentiel, alors que ce soit dans le cadre du serial killer ou, comme je le disais tout à l'heure, du trafic de drogue ou du vol de sacs de vieilles dames. Alors, finalement, on est dans une littérature qui est supposée être un peu rebelle, une littérature anticonformiste, et qui allègrement donc, nous aligne des idées reçues. Est-ce que ça a toujours été comme ça ? Et est-ce qu'on peut s'appuyer sur les classiques pour se détacher de ces idées reçues et se dire que peut-être il y a autre chose ? Alors, les grands méchants de la littérature populaire m'intéressent beaucoup. Ils ont beaucoup changé, en fait, depuis le XIXe siècle. Au XIXe siècle, alors je vous ai pris des auteurs classiques, hein, Rocambole, qui est donc écrit par Ponson du Terrail, donc un feuilletoniste très très connu qui tirait beaucoup à la ligne, qui faisait beaucoup de dialogues, parce qu'en fait, comme il était payé à la ligne, plus il faisait de dialogues, plus il était payé. Et donc, il y a beaucoup de dialogues très très brefs chez Ponson du Terrail. Donc, son Rocambole est un méchant très très classique, alors qu'il certes a été élevé dans des conditions un petit peu difficiles, mais qui, à un moment donné, est plutôt dans le registre « je veux devenir maître du monde, le génie du mal, je veux dominer la pègre parisienne ». Il n'a pas trop de motivation psychopathologique. Et puis, je vous ai mis donc, les deux Dumas très classiques. Donc, dans Les Trois Mousquetaires, il y a une méchante d'anthologie, Milady. Donc, pour ceux qui n'ont pas lu Les Trois Mousquetaires, je ne vous dirai pas ce qu'elle fait à Constance Bonacieux, mais vraiment, c'est effroyable. Et Milady, pareil, elle n'a pas de motivation psychopathologique significative. On apprend, il y a quelques éléments
de son enfance, qu'on apprend de sa jeunesse. Alors c'est assez compliqué en fait parce que c'est une menteuse exceptionnelle, elle raconte beaucoup de bobards, donc on n'arrive pas trop à savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai dans ce qu'elle raconte. Alors quant au comte de Monte Cristo, Edmond Dantès, le jeune marin, il est jeté dans un cachot à la suite de la trahison, donc il deviendra ensuite le comte de Monte Cristo, à la suite donc de la trahison de 4 personnes. Alors quelles sont les motivations de ces 4 personnes? C'est très très classique, hein, c'est vraiment du méchant de grand-papa. Le premier, il le jalouse parce qu'il veut lui piquer sa fiancée. Le deuxième, il le jalouse parce qu'il veut lui piquer son boulot. Le troisième, il est complètement ivre, il est complètement avachi par l'alcool, et donc il ne voit pas pourquoi il s'opposerait au complot, il n'a pas trop le courage. Et le quatrième, il l'envoie au cachot parce que Edmond Dantès est en possession de documents qui pourraient briser sa carrière politique. Donc franchement, c'est de la motivation claire et simple. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la littérature populaire du XIXe siècle, c'est-à-dire on est avant Freud, et puis avant les magazines féminins qui parlent de psychopathologie, avant Freud, le méchant, il choisit le mal. À un moment donné, il a le choix entre le mal et le bien, et il choisit le mal. Il décide d'avoir une carrière malveillante, parce qu'il trouve que, ma foi, ça rapporte plus qu'une carrière bienveillante. Et l'auteur a toujours soin de nous présenter une autre personne qui a été élevé dans les mêmes conditions, qui a grandi dans les mêmes conditions, et qui, lui, a choisi le bien pour nous montrer que, finalement, le libre arbitre existe. Donc ça, c'est l'idée reçue du XIXe siècle. Donc, l'auteur, ici, n'est pas très, très visionnaire. Hein. L'auteur est plutôt un suiveur. Je trouve intéressant de s'interroger là-dessus, c'est-à-dire, finalement, lorsqu'on a l'impression, en lisant un roman, qu'on est en train de nous vendre une idée extrêmement séduisante, où on se dit, mais en effet, ça correspond bien à ce que je pensais. Alors c'est vrai que je vous ai parlé de la psychiatrie, parce que c'est ce que je connais le mieux, et que je suis capable de repérer qu'à un moment donné, il est parfois dit n'importe quoi. Mais je pense que si je m'y connaissais en rugby, par exemple, je serais capable de repérer pourquoi Invictus, que j'ai trouvé si magnifique, plus magnifique que ça, le film de Clint Eastwood, à partir du moment où on se connaît un peu en rugby. Donc, tout ça, l'idée que je souhaiterais défendre, et j'espère que j'y suis arrivée, c'est que finalement, lorsqu'on se laisse séduire parce que l'on est... Excusez-moi, lorsque l'on se laisse séduire parce qu'on est en train de lire, ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi on se laisse séduire et pas exactement tout à fait qu'est-ce qu'on est en train de lire. Je vous remercie.